C'est le moment des lectures, des recos et du chill. Coucou mes petits geeks et mes petites geekettes, on se retrouve pour un nouveau supplément de chill avec une bonne dose de lecture cette semaine après le 100% animé de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va chercher un village, visiter une maison au bord de la mer, tomber amoureux au Japon, soigner des espèces abyssales dans un aquarium, oui oui, et même voyager dans l'espace. Mais avant, on va refaire un tour en Angleterre avec nos copains au long croc, puisqu'on va parler de DRCL, le 6e tome sorti le 12 février 2026. J'en avais déjà parlé lors du 5e, je vais donc être beaucoup plus rapide ce coup-ci. C'est toujours chez Kiyun, toujours écrit par Shinichi Sakamoto, et c'est toujours une histoire de vampire, inspirée par le Dracula de notre cher Bram Stoker. Sakamoto adapte et refaçonne le mythe de Dracula et le rend ultra gothique, sensuel, et surtout, il en fait une iconographie très stylisée, très belle et avec un niveau de détail assez ahurissant. Petit clin d'œil AMJ quand même à chaque fois qu'on voit Dracula. En bref, ne vous attendez pas à lire une retranscription fidèle de Dracula, c'est pas du tout ça, juste on reprend les personnages, l'ambiance, les lieux, mais c'est clairement pour aller ailleurs. Pour rappel, on suit un groupe de gosses, enfin d'ados, qui sont tous liés au Camellia Club, et ce petit groupe est clairement pris pour cible par le mystérieux comte Dracula, donc en Angleterre, dans un environnement victorien absolument splendide. Dans ce tome, Mina intègre totalement le groupe d'ados, mais l'influence du buveur de sang se fait de plus en plus pesante. D'autant que pour bien alourdir la situation, un certain Jack fait des siennes dans les rues de Londres où une série de meurtres y est découverte. On revoit certains persos, notamment Luke et Lucy, qui ressurgissent, mais pas pour rendre la vie plus simple. On est dans un tome peut-être plus lourd, plus triste, un peu plus dur psychologiquement pour nos héros, surtout pour Mina, qui va être malmenée, mais pas que par l'antagoniste. D'ailleurs, son arc dans ce volume a une portée sociétale bien assumée, une sorte de critique entre les hautes sphères mondaines et les gens de plus modestes situations, et ça donne une profondeur inattendue, mais plutôt bien placée, qui, en fin de tome, donne justement un rebondissement qui nous pousse à vouloir continuer sur le prochain. Bon, va falloir attendre parce que le 7e volume n'est pas encore dispo, même pas au Japon, donc patience. On passe à la suite avec Le Village, alors pas le film de Shyamalan, mais la BD de Franck Tillier et Nico Takian, et au dessin Camille Kochanski. C'est sorti en novembre 2025 chez Delcourt. Le Village, c'est un thriller, une enquête, puisqu'au milieu des montagnes non loin de Grenoble, dans un très sympathique décor, tout plein de cadavres sont retrouvés au même endroit. C'est déjà étrange comme situation, mais ça va aller plus loin quand on va se rendre compte que leurs cerveaux ont fondu. Autre étrangeté étrange et mystérieusement mystérieuse, les corps retrouvés, c'étaient des gens disparus depuis 40 ans. C'est fou ça. À part ça, un seul indice, une équation sur un des morts. Et oh, comme c'est bizarre, un jeune homme du nom de Logan a lui aussi une équation similaire tatouée dans le dos. L'inspectrice Sarah Minsk va donc faire son possible pour découvrir la vérité, mais c'est surtout ce cher Logan qui va devoir donner de sa personne pour comprendre ses origines et peut-être résoudre le mystère de ce village qui ne semble apparaître sur aucune carte. Ce que propose Tillier et Takian, c'est donc moins une enquête classique qu'un thriller hybride, d'où on sent bien la menace qui augmente à mesure que le réel se fractionne. Ça repose énormément sur un sentiment d'inquiétude, plus que sur une simple résolution policière. Colombo, au-delà du réel, quoi. C'est assez anxiogène, un peu poisseux, sombre, même dans le choix des couleurs, et c'est sûrement ce qui me plaît le plus. Vraiment, je trouve les couleurs, les tonalités, les ambiances hyper réussies. Le scénario est cool, faut pas s'attendre à du pur polar, mais faut pas non plus espérer avoir un vrai récit de science-fiction, même si on penche plus de ce côté. Est-ce que c'est équilibré entre les deux? Pas forcément, mais c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est surprenant. J'aurais voulu le savoir avant de le lire, mais finalement, ça passe quand même plutôt correctement, c'est ça que j'essaye de vous dire. Bon, j'ai dit, j'aimais les couleurs, l'ambiance, et que c'était plutôt une histoire sympa. Par contre, je dois vous avertir, les dessins en eux-mêmes sont parfois inégaux. Il y a des planches qui peuvent être superbes, avec ce qui me semble le plus réussi, un très bon jeu de lumière, puis juste après, un personnage qu'on a déjà vu, mais qu'on reconnaît pas vraiment. Et ça, j'imagine que c'est pas simple à faire, mais ça sort un petit peu du récit.
Finalement, je trouve les décors plus réussis que les personnages. Ça reste une bonne lecture, sinon ce serait pas ici. Et même si ça change rien à ce qu'il y a dedans, je dois dire que je trouve l'objet en lui-même plutôt joli. On reste sur de la BD, mais on part au Japon pour la suite avec une réinterprétation du Cid de Corneille par Mudd et mis en image par Julien Motelet. Alors je sais pas si on dit Motelet ou Moteleur, donc je dis Motelet en bon franchouillard que je suis. Je pense que c'est le titre le plus récent aujourd'hui, puisqu'il est sorti le 27 mars chez Dargo. Ketsudan, c'est pas compliqué, c'est le Cid version Japon médiéval, je l'ai déjà dit. Harumi et Natsume sont amoureux. Oh, les petits doudous, ils sont amoureux là. Comme Rodrigue et Chimène. Et ils sont même pas loin d'être promis l'un à l'autre. Mais, un grand mais, il y a de la politique un peu stupide qui vient se mettre au centre de tout ça. Et pour le coup, ça colle parfaitement avec les valeurs qu'on connaît au Japon, puisque le shogun choisit un certain Fuyusaru comme précepteur du prince, mais un autre guerrier du nom de Akitora, se sentant humilié de ne pas avoir été retenu, va défier celui qu'il voit comme un rival et le pousser à faire seppuku. La joie de s'éventrer tout seul comme un grand. Bon bah Fuyusaru, son fils, c'est Natsume, le jeune amoureux de la fille de Akitora, Harumi. Sauf que l'honneur dans tout ça, on en fait quoi? Et c'est pas avec du savon et un gant de toilette que ça se nettoie l'honneur. Non, non, non. Donc, Natsume, qui lui sait comment on fait visiblement, il va prendre son épée, enfin son katana, et à son tour va tenter de venger son papounet en défiant celui de sa bien-aimée. Pfiou, pas facile, les histoires de famille. À partir de là, la mécanique tragique se met en place, l'amour, l'honneur, la loyauté filiale et la vengeance deviennent incompatibles. Le cœur du récit, comme chez Corneille, tient dans cet étau moral. Comment aimer quelqu'un quand l'honneur t'ordonne de détruire sa famille? C'est bien lourd. Une tragédie tendue et élégante, très théâtrale, et ça se ressent même dans les dessins, dans les décors qui marient souffle classique et imagerie japonaise. L'ambiance repose sur l'honneur, la retenue, la fatalité, avec une mise en scène qui cherche autant la beauté du cadre que la violence du destin. Ce n'est pas une BD d'action pure, c'est une BD de tension morale, de regard et de décision irréversible. Le gros point fort, c'est la qualité graphique, c'est tout simplement sublime. Tout ce que j'aime, ça peut être tout aussi poétique que pesant, violent que tendre, clair que sombre. Chaque case est sublime, couleurs, traits, ambiance, c'est visuellement excellent, ça sait mettre en scène les silences comme les confrontations, donc là c'est un gros oui. Bon, je dois dire que le côté théâtre, autant dans certaines scènes, dans le côté graphique justement, pourquoi pas, mais les dialogues, qui sont presque les originaux, je suis moins fan. Pour le coup, j'ai du mal à voir du Japon dans les dialogues. Je vois plus des fleurets et du baroque que des katanas et des yokai. C'est vraiment le seul point qui parfois m'a rendu la lecture moins immersive. En fait, c'est con, mais en le lisant, j'arrivais pas à m'empêcher de le jouer. Ça a un rythme particulier, le théâtre, en alexandrin surtout, et mon cerveau se focalisait plus sur ça que sur le texte et ce qu'il raconte vraiment. Mais bon, c'est tellement beau, l'histoire reste universelle en plus, donc ce Ketsudan, c'est un grand oui. Bon, on passe sur du comics maintenant, avec la suite de The Nice House on the Lake, The Nice House by the Sea. Le premier tome, toujours signé par James Tynion IV, et au dessin Alvaro Martinez Bueno. C'est dispo depuis presque un an au moment où j'enregistre, puisque c'est sorti le 25 avril 2025 chez Urban Comics. Je vais peut-être vous résumer le premier sans trop en dévoiler, évidemment. The Nice House on the Lake, c'est le premier cycle du concept. On y suit un groupe d'amis invités dans une maison de rêve au bord d'un lac par Walter, un homme aussi fascinant qu'étrange, avec ses lunettes qu'on voit jamais ses yeux, juste au moment où le monde bascule dans l'apocalypse. Très vite, ils comprennent qu'ils sont protégés, nourris, isolés du chaos, mais aussi prisonniers d'une situation complètement malsaine, parce que Walter sait bien plus de choses qu'il ne le devrait, et qu'il est directement lié à leur situation. Toute la force du récit vient de là, ce n'est pas juste une histoire de survie, c'est un huis clos psychologique sur le confort, la culpabilité, le déni et la question suivante, comment continuer à vivre normalement quand on sait que tout le reste du monde est déjà foutu. The Nice House by the Sea relance la machine, mais en la déplaçant au bord de la Méditerranée, et cette fois, 10 nouveaux invités sont choisis pour survivre à la fin du monde. Contrairement au premier groupe, ceux-ci ne sont pas simplement des proches rassemblés autour d'une figure étrange, ce sont des individus sélectionnés pour leur excellence, ils sont intelligents,
ils savent manipuler, sont très conscients de leur utilité potentielle dans la reconstruction d'un futur post-apocalyptique. Cette nouvelle maison paraît plus rationnelle, mais aussi plus froide, et surtout, il semble avoir instauré une hiérarchie, contrairement à celle du lac. Faut dire que la sélection n'a pas été faite de la même manière, mais ça je vous laisse le découvrir si vous voulez vous lancer dans cette lecture. Le tome 1 propose donc une variante du même cauchemar. L'apocalypse est déjà là, depuis 2 ans, les règles sont faussées, la sécurité matérielle existe encore, puisqu'ils sont dans leur belle maison et qu'ils disposent de technologies leur permettant d'accéder à pas mal de choses, mais la situation est moralement irrespirable. Tynon élargit son univers, il s'agit plus seulement de survivre ensemble dans le déni, mais de savoir qui mérite de survivre, qui décide, et à quel prix, et c'est précisément ce qui rend l'ensemble plus inquiétant. Là aussi, c'est un thriller sur fond de science-fiction, ça joue sur la psychologie, mais ça le fait de manière assez éveillée, presque avec élégance, et pourtant c'est étouffant. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est sophistiqué pour un récit qui parle d'apocalypse. Et il faut le dire, réussir une suite c'est compliqué. Surtout quand on reprend plus ou moins les mêmes personnages, il faut réussir les ajouts sans que ça fasse trop redondant, ni que ce soit tiré par les cheveux. Alors moi j'en ai pas, mais pour ceux qui en ont ça fait mal, et c'est totalement ce qu'arrive à faire Tynon ici. Je vais même dire qu'il arrive à changer l'aspect, puisque là c'est moins intimiste. Même s'il y a des passages qui le sont, ça reste un des points clés du récit, mais pas autant que le premier cycle, pour donner plus de place à quelque chose qui s'apparente à de la stratégie. Et c'est peut-être un chouille plus cruel du coup. Et visuellement, c'est simplement magnifique. Des tableaux à admirer sur chaque page. Il y a un truc que j'adore, c'est cet effet que Martinez Bueno arrive à maîtriser et qu'il place de temps en temps en faisant presque toute une image floue, comme si c'était brouillé, sauf les expressions de la personne qu'il met en scène. Alors c'est peut-être pas très clair dit comme ça, je vous laisse regarder sur l'Insta du podcast, j'ai mis une photo d'une page montrant exactement ce que je veux dire. Bref, Nice House by the Sea, c'est ultra prenant, c'est une super suite, c'est beau, on adore encore, et on veut le tome 2 très vite. On reste du côté de la mer, mais cette fois on va accompagner des soigneurs, puisque j'ai lu le 10e tome de Deep Sea Aquarium Magmel, sorti le 20 mars chez Vega. C'est un manga de Kiyomi Tsugichita. C'est la petite respiration de la semaine, le manga le plus chill d'aujourd'hui, voire un des plus chill tout court. Si vous ne connaissez pas, on suit un petit jeune homme du nom de Kotaro Tenjo, qui est apprenti soigneur dans le Magmel Aquarium, qui est donc spécialisé dans les espèces des abysses. Lui, il est fasciné par ce monde, si loin du nôtre, et on apprend à connaître les habitants des profondeurs marines en même temps que lui apprend à s'occuper de ces étranges bestioles. Bon, évidemment, il y a des petites histoires en arrière-plan, c'est du slice of life, et une plus importante qui lie un petit peu le tout, celle de Kotaro et de son père, absent, qu'on espère voir un jour revenir. Et ça tombe bien, le directeur de l'aquarium n'est autre que Minato Osezaki, son meilleur ami. Et bien dans ce tome, c'est sur lui qu'on se concentre, il est relativement fragile et mystérieux, et on va en apprendre un petit peu plus sur son passé, et donc peut-être sur le passé du papa de Kotaro. Comme toujours, on prend une espèce, ou une situation, c'est plus souvent une espèce, et on se focalise dessus le temps d'un chapitre, et on avance tout doucement dans l'histoire. Donc on est visiblement sur un volume qui continue de mêler découverte du monde sous-marin, transmission et approfondissement des personnages qui font vivre l'aquarium. C'est un manga très apaisé en surface, mais jamais vide. L'ambiance est douce, contemplative, parfois mélancolique, avec un vrai sens de l'émerveillement face au monde marin. Le titre repose autant sur la beauté étrange des créatures abyssales que sur la chaleur humaine de celles et ceux qui les soignent, et ça fait du bien. C'est une vraie pause, c'est bienveillant, touchant, et en plus on arrive à apprendre plus sur ce monde caché que sont les abysses. Visuellement, rien de transcendant, mais c'est tout à fait correct, ça épouse bien le ton, c'est net, précis, et les planches avec les espèces marines sont très réussies. Donc si vous êtes en manque de lecture vraiment douce, celle-ci pourrait bien vous plaire. Seule ombre au tableau, les sorties sont hyper espacées. Le tome 9 était sorti en mai 2024, il y a presque 2 ans. Et dites-vous que le premier était paru en 2018 en France, 2017 au Japon. La série est toujours en cours, mais on a rattrapé les sorties au Japon, donc pour le prochain, j'espère ne pas attendre encore 2 années. Et enfin, pour terminer cet épisode, c'est toujours pas Jujutsu, j'ai pas encore vu la fin de la saison 3, mais j'y arrive. J'avoue que j'ai préféré regarder du skate sur YouTube cette semaine, mais ça c'est une autre histoire.
Non, là, on va terminer par un film réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, écrit par Drew Goddard, avec Ryan Gosling et Sandra Hüller au casting. En France, il est distribué en salle depuis le 18 mars 2026 sous le titre Projet Dernière Chance. Le film suit Ryland Grace, un professeur de sciences au collège, qui se réveille seul au bord d'un vaisseau spatial, sans comprendre immédiatement qui il est, ce qu'il fait là, ni pourquoi il est aussi loin de la Terre. Peu à peu, à mesure que sa mémoire revient, il reconstitue la mission qui lui a été confiée, tenter l'impossible pour sauver l'humanité face à une menace cosmique qui met en péril la survie de la planète. Ce point de départ pourrait faire penser à une grosse machine de science-fiction assez froide, mais le film prend une autre direction. Il joue autant sur la découverte, le suspense et l'ampleur du voyage que sur le rapport aux autres, la solitude, la peur, le courage, surtout le courage, et la nécessité d'avancer même quand on n'a aucune certitude. Le récit alterne donc entre morceaux de survie spatiale, explications scientifiques, tensions croissantes et moments beaucoup plus humains, jusqu'à faire de cette Odyssée un vrai film d'émotion autant qu'un spectacle de science-fiction. Je peux donc affirmer que c'est une science-fiction spectaculaire, mais très humaine, qui mélange aventure spatiale, humour, il y a vraiment des passages très drôles, tension et émotion. J'ai possiblement lâché quelques larmes à plusieurs moments du film. L'ambiance passe souvent d'un registre à l'autre sans casser le film. Ça peut être drôle, stressant, mélancolique ou franchement bouleversant. C'est un grand spectacle, oui, mais avec un cœur, et c'est justement ce qui le rend marquant. Ça est le soin apporté aux effets visuels. C'est un très beau film. Dans son histoire, c'est déjà énorme, mais aussi juste à voir. C'est très beau. Il y a de quoi contempler, aussi bien sur Terre que dans l'espace ou que dans le vaisseau. Ce film, c'est un peu comme quand on regarde Forrest Gump. On passe par toutes sortes d'émotions, du rire, de la tension, de la tristesse, même des larmes, et des larmes de joie. Je pense à une scène où Sandra Hüller prend un micro, ça m'a flingué. Un film profondément humain qui vient nous dire que le cinéma a encore des choses incroyables à nous proposer, et je suis pas un grand fan de Gosling. Il est bien, hein, je dis pas que c'est un acteur qui est nul, loin de là, mais j'ai encore trop l'image de Drive, Only God Forgive, de Place Beyond the Pines, ou même Blade Runner 2049, où il était vraiment dans la mono-émotion. Mais là, je dois dire qu'il a clairement dépassé ça, et on le voit proposer quelque chose de nouveau, puisqu'il n'est pas du tout sûr de lui dans ce film, et on y croit. Alors que c'est le même gars qui cassait des gueules sans dire un mot, avec son regard de chien battu, là, dans un ascenseur. Je déteste ce film, il m'énerve. Donc oui, très très bon film, très bon Ryan, Sandra Hüller est toujours au top, mention spéciale à Rocky, meilleur personnage, foncez au Cinoche, c'est un vrai bon spectacle. C'est d'ailleurs, je pense, la chose à voir absolument dans la liste de ce que j'ai lu et vu cette semaine, avec sûrement The Nice House by the Sea, qui est une masterclass. Une bien jolie semaine donc, j'espère que la vôtre était aussi qualitative, venez me le dire sur Insta ou en commentaire, dites-moi aussi si vous avez lu ou vu un de ces titres et ce que vous en avez pensé. On se retrouve mercredi pour parler comics et affronter un chasseur d'araignées bien décidé à être plus fort que le héros. Oui, c'est du Marvel, oui, c'est du Spidey. En attendant, geekez bien vos geekeries et bon chill. Hasta la vista, baby.